Sahara algérien est un territoire immense, 3 fois et demi la France, un désert où des hommes continuent encore de vivre au rythme des caprices de la saison des pluies. Le Sahara, c'est aussi un sous-sol qui regorge de pétrole et qui couvre à lui seul 70% des revenus du pays. Un trésor qui a permis au pays de s'électrifier presque entièrement. Sur 23 millions d'habitants, plus d'1 million de personnes vivent encore à l'heure de la lampe à pétrole. Ils vivent isolés, trop loin du réseau national d'électricité, trop loin des grandes villes du Nord où l'électricité a fait son entrée depuis longtemps. À Alger, la vie ressemble à celle de toutes les grandes villes du monde. Cette modernité, l'Algérie la doit principalement à son industrie pétrochimique, à l'industrialisation qu'elle a décidé de mener dès le lendemain de l'indépendance. Mais l'or noir ne résout pas tout. Il est impossible d'électrifier l'ensemble du pays. Raccorder chaque village, chaque hameau, chaque maison isolée au réseau national d'électricité coûte trop cher. Le pays est vaste et l'habitat trop dispersé. Mais pour l'État, il est aujourd'hui impossible de laisser des Algériens continuer de vivre sans cette énergie. Toutes les populations, quelle que soit leur situation géographique, ont droit à accéder aux services énergétiques. Donc une des solutions, puisque la technologie le permet, c'est l'électrification par les systèmes photovoltaïques ou bien par les systèmes éoliens. Mais nous avons préféré le système photovoltaïque parce que les régions s'y prêtent mieux. L'effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le français Edmond Becquerel, c'est le moyen de transformer directement la lumière du soleil en courant électrique. Et entre 1995 et 1998, l'Algérie met en place un programme expérimental en équipant 20 villages isolés de stations solaires. Dans ce pays, c'est une première. Les énergies renouvelables jusqu'à, disons, 1980, avant même le lancement du programme des villages solaires, on s'en préoccupait sur le plan de la recherche exclusivement. Donc nous n'avons pas eu de programme ambitieux d'application comme l'ont fait nos voisins, parce que nous avons une configuration énergétique quand même qui est différente. La richesse ne permet pas tout. Pour électrifier les zones isolées, l'État a bien pensé à mettre en place des stations thermiques classiques dans le Sahara. Mais il aurait fallu acheminer le pétrole jusqu'à ces centrales, perdues dans des zones isolées. Une solution encore trop coûteuse. C'est pour cette raison que l'Algérie a décidé d'équiper les villages de stations solaires. C'est le cas du village d'Indelag. Ici, tous les Touaregs ne sont pas forcément nomades. Les populations du Sahara s'organisent entre ceux qui transhument avec les troupeaux et ceux qui cultivent, comme ici. Pour l'instant, le chef du village d'Indelag se préoccupe essentiellement de sa pompe. Elle n'est pas encore électrique. Chaque matin, il se demande toujours s'il aura assez de gasoil pour la faire fonctionner. Grâce à elle, il n'est plus obligé de passer des heures à puiser de l'eau à la seule force des bras. Ici, nous avons beaucoup de problèmes avec le gasoil. Il faut beaucoup de conditions pour y accéder. On a besoin de beaucoup de papiers et c'est assez fatigant. Sans carte d'identité nationale, sans carte de paysan, sans voiture, sans argent, on ne peut pas avoir de gasoil. Et on est obligé de faire un voyage spécial uniquement pour ramener le gasoil dont on a besoin de Tamanrasset jusqu'ici. Alors, à quand les motopompes solaires qui changeront la vie ? Car grâce à elles, Messaoui Abdel Salam a pu développer son jardin, cultiver davantage de produits et ainsi améliorer ses revenus. C'est là que je cultive mes poivrons, sur toute cette parcelle-là. Et là-bas, un peu plus loin, c'est la tomate. Ici, là, sur cette parcelle-là, je fais le piment. Tout ça, là, c'est du piment, tout ce que vous voyez.
Notre village s'appelle Indelag. Les gens qui vivent ici sont tous des agriculteurs. Autrefois, il y avait bien des éleveurs dans la région, ils étaient disséminés par-ci par-là. Mais ils n'étaient pas de notre village. Les éleveurs avaient des troupeaux de chèvres et ils avaient également quelques mules. C'était là toute leur vie. Nous, comme nous sommes des agriculteurs, nous faisons des cultures. Nous cultivons de l'orge, du blé, de l'avoine, des pastèques, des melons, des tomates. Et nous avons également quelques arbres fruitiers. Nous avons de la vigne, des grenadiers, nous avons également des pêchers et des abricotiers. Et tous ceux qui ne cultivent pas ici ne peuvent pas vivre. C'est comme cela depuis les origines. C'est de cette manière que l'on vit ici. Depuis les origines, des choses ont tout de même changé. En 1995, la modernité fait son entrée dans le village d'Indelag avec l'arrivée de l'électricité. Ici, une petite révolution. Pour pouvoir bénéficier de l'installation d'une centrale solaire, il fallait que le village remplisse 3 conditions. Il fallait tout d'abord que la population soit sédentaire, que les habitations ne soient pas des huttes, mais des maisons en dur, et surtout que le village dispose d'une école. Des conditions qui, même remplies, ne suffisent pas toujours. Il faut aussi savoir formuler ces demandes auprès de l'administration. Et les candidatures sont nombreuses. Pour faire partie du programme des villages solaires, les villageois et leurs chefs ont donc mené une véritable action de lobbying. Lorsque le ministre de l'Énergie et des Mines est venu inaugurer l'arrivée de l'électricité dans un village situé à 30 km de là, tous les notables d'Indelag se sont déplacés pour le rencontrer et formuler leurs demandes. Cela fait 20 ans que des organismes de recherche mènent des essais sur l'énergie solaire. C'est le cas du Centre de développement des énergies renouvelables, un organisme que Fatia Youssef-Etoumi connaît bien. Professeure et chercheuse à l'Université d'Alger, Fatia a participé à de nombreux projets de recherche sur les énergies renouvelables. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Je suis de l'université Ali Boumediene de l'Institut Sciences et Technologies. Est-ce qu'on peut voir votre station solaire? On peut la visiter maintenant? Oui, bien sûr, oui. Alors allons-y. C'est quelqu'un du village qui a la garde des clés de la station. Car en fait, cette centrale solaire n'a pas vraiment de gardien attitré. Personne ne s'occupe de la station dans le village? Personne ne s'en occupe? Non, elle reste comme ça. Quand on est venu nous l'installer, les techniciens nous ont demandé où la mettre. Et nous, on leur a dit de la mettre ici, car comme ça, on l'a vue d'œil. On peut la surveiller. C'est pour cela qu'elle est au milieu du village. C'est un peu votre propriété collective, c'est ça? Les poussières qui sont sur les panneaux, ça peut diminuer la puissance de la station. Il faut toujours les nettoyer. Il faut essuyer les panneaux, il faut toujours les entretenir. Si vous ne les nettoyez pas, ça diminue la quantité d'énergie produite. Tu comprends? Ce n'est pas très bon de laisser la poussière comme ça. Bon, d'abord, il y a plein de poussière dessus. Ça c'est pas fait pour arranger les choses, parce que ça diminue les performances du système. Comme vous pouvez le remarquer, je commencerai d'abord par la cellule. La cellule, elle a pour fonction de transformer le flux d'irradiation qui provient du soleil, donc le rayonnement solaire, en électricité. Transformer le rayonnement solaire en électricité ne suffit pas. Pour assurer un fonctionnement permanent du système, il faut également stocker l'énergie produite. Dans le local technique sur lequel sont adossés les panneaux, il y a 3 jours de réserve sous forme de batterie. Grâce à ce stock, les villageois ne sont jamais à court d'électrons pour alimenter les néons
et les quelques prises que le chef est fier de nous montrer dans sa maison. Ici, là, c'est la lumière extérieure. Et là, c'est l'interrupteur pour la lumière qui est dehors et celle-ci allume le salon. Ça, c'est pour la chambre des invités. C'est l'interrupteur de cette chambre. Et là-bas au fond, c'est la prise où on peut mettre un frigo, une radio ou une machine. Des prises comme celle-là, il y en a dans 5 pièces de la maison. Il y en a une dans la cuisine, il y en a une autre ici, dans la chambre des invités, une dans la chambre des enfants et également une autre dans la réserve. Dans chaque pièce, en fait, il y a une prise si quelqu'un veut écouter la radio ou faire autre chose. Regarder la télévision, mettre une machine, mettre un frigo. Dans chaque pièce. Il y a également dans chaque pièce un éclairage. Et on en a également dans l'entrée de la maison et comme vous l'avez vu à l'extérieur. Comme le chef, tous les villageois sont plutôt satisfaits de leur installation. Et même s'ils ne disposent pas de tous les appareils électroménagers qu'ils aimeraient posséder, ils reconnaissent que grâce à l'électricité, ils n'ont plus à dépenser d'argent dans les piles nécessaires au fonctionnement des postes radio et autres lampes torches. Avec une puissance de 640 watts par habitation, le solaire est encore loin d'être au niveau d'une station thermique fonctionnant avec du pétrole. Mais l'énergie fournie par le soleil suffit aujourd'hui largement à couvrir tous les besoins domestiques des habitants du village. Pour entretenir l'ensemble, la Sonelgaz, la Société nationale d'électricité, a formé un villageois capable de faire les petites réparations. Mohamed Chaibi est bénévole. Et du fait de son statut, il n'est pas forcément très motivé par son travail. Avant notre passage, il attendait que ce soit la pluie qui nettoie les panneaux solaires. J'ai appris le métier de l'électricité il y a 2 ans. C'était avec le groupe de techniciens qui a installé le système ici. J'ai appris avec eux comment brancher, comment placer une lampe et comment réparer de petites pannes. Quand il y a un petit problème dans une maison, c'est moi qui arrange cela. Quand la Sonelgaz est venue pour installer la station, ils ont demandé que quelqu'un s'en charge. Il fallait quelqu'un du village. Ils ont vu que j'étais scientifiquement instruit, ils m'ont alors désigné comme responsable. Mais avant d'être choisi, j'ai dû leur donner mon dossier. Ensuite, j'ai dû partir avec les gens de la Sonelgaz pour aller suivre une formation d'électricien. Pour l'instant, je fais cela gratuitement, parce que je ne veux pas laisser les gens en panne. Je suis un autodidacte gratuit. Donc maintenant, je cherche du boulot à Tamanrasset, car cela fait déjà 2 ans que je suis comme cela sans travail réel, comme un simple bénévole. Mais tant que je suis ici, je m'en occupe. La formation, c'est un des points faibles du projet. Mais le véritable frein au développement de ce genre d'expérience, c'est le coût des installations. Une station solaire reste chère, 150 000 €, et seul l'État peut se permettre de se lancer dans une expérience comme celle-ci, entièrement gratuite pour les paysans du Sahara. C'est une technologie qui reste quand même onéreuse. Et par conséquent, ça va donner lieu à une facture énorme. Mais si, par exemple, il y a une prise en charge par une subvention vu le confort qu'elle apporte, le changement dans la vie, l'apport intéressant pour les enfants, disons pour cela, je pense qu'une facture normale qu'on a l'habitude d'avoir sur la base du kilowattheure classique, elle sera très bien acceptée par la population. La facture que les villageois d'Indela sont prêts à payer pourrait notamment couvrir les petites réparations que font les bénévoles. Pour que le système perdure, il est nécessaire de fixer dans le village les jeunes qui ont été formés par la Sonelgaz, car cette expérience a changé la vie des gens. Aujourd'hui, hormis la possibilité de pouvoir lire, écrire ou se réunir tard le soir, les habitants du Sahara peuvent désormais bénéficier d'une ouverture sur le monde. C'est en tout cas comme cela que l'imam d'Indelag conçoit son antenne satellite et sa télévision couleur.
À la télévision, ce que j'aime regarder, ce sont les émissions religieuses, également les documentaires animaliers et les émissions de sport. En fait, quand je fais attention, je me rends compte que je regarde des choses assez variées. J'aime bien ça, la télévision. Mais ce que je préfère avant tout, ce sont les programmes scientifiques et culturels. La télévision, pour moi, c'est une ouverture sur le monde. C'est quelque chose qui me permet de voir ce qui se passe dans le monde entier. Et cela me permet donc de rester informé. Et comme ici, au village, il n'y a pas grand-chose à faire, bien sûr, c'est également un passe-temps. Quand le soir, je finis mon travail au jardin et que je rentre au village, je n'ai nulle part où aller. Et je ne sais pas toujours quoi faire. Et donc, pour m'occuper, je regarde la télé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salah. Si cette énergie qui est produite par les centrales solaires prend de l'ampleur, si elle se développe dans la région, les gens pourront l'utiliser pour de plus en plus d'applications. Et ce serait une bonne chose que ça se développe. Ici, les gens n'ont en effet pas beaucoup de moyens. L'électricité dans les villages, c'est un cadeau pour toutes ces personnes qui sont pauvres et qui n'avaient pas accès à la modernité. Le soir, les gens du village qui veulent se rassembler pour discuter peuvent maintenant le faire sans problème. Grâce à la lumière, ils peuvent veiller et discuter bien plus longtemps qu'avant. Il y a même des gens qui sont allés autrefois s'installer à Tamanrasset et qui veulent maintenant revenir s'installer dans les villages. Alors qu'auparavant, c'était le contraire. Les gens quittaient les zones rurales et partaient à Tamanrasset pour rechercher une autre vie. Ils étaient attirés par la ville. Mais là-bas en ville, la vie est parfois très dure. Et grâce à l'électricité, les gens peuvent désormais revenir vivre dans les villages et se remettre à l'agriculture. L'électricité, c'est la possibilité de pouvoir créer des pôles de vie au cœur du désert, des pôles de développement dans des zones qui se vident peu à peu de leurs habitants. Pour Liman, si on amène la modernité aux enfants et la possibilité de travailler ici, ils ne seront plus éblouis par les lumières de Tamanrasset ou par celles des grandes villes du Nord. Autre avantage de la lumière, la nuit, et non des moindres, les habitants ne souffrent plus de problèmes respiratoires. Autrefois, pour s'éclairer, ils utilisaient des lampes à pétrole. En place de véritables lampes, il s'agissait d'une boîte de conserve remplie de sable et de gasoil avec un bout de bois qui faisait office de mèche. Mais l'autre avantage de la lumière, c'est que les villageois voient désormais venir les scorpions de loin. Pour développer de telles stations, il faut être sûr que les rayons du soleil soient suffisants. C'est en partie le travail de Fatia Youssef Etoumi. Grâce aux mesures recueillies par les stations météo, elle a pu établir une carte des gisements solaires. Car dans le Sahara, contrairement aux apparences, le soleil n'est pas le même partout. Voilà, vous avez le panneau pour alimenter. Là, c'est une station automatique de la météorologie. Elle permet d'avoir un archivage de pratiquement 1 mois. Vous avez la direction du vent et sa vitesse. Vous avez les précipitations. Et en général, on prend la température et l'humidité. Ce sont donc des stations similaires à celle-ci qui permettent d'étudier le gisement solaire.
Pour établir une carte, il faut 2 types de mesures. La puissance du rayonnement, qui se mesure en watts, et l'ensoleillement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le sol est couvert par les rayons de l'astre du jour. De plus, il faut que ces mesures soient réalisées sur une période de 10 ans, car même dans le désert, les variations de l'ensoleillement peuvent être importantes. Vous n'avez pas la même quantité d'énergie qui est disponible l'hiver et l'été. C'est pas pareil. Par exemple, pour le village d'Indelag, vous avez un potentiel de 2400 et quelques wattheures par jour disponible en hiver, et vous avez 2800, presque 2900 wattheures par jour disponibles en été. Vous n'avez pas du tout pareil. Et d'un jour à l'autre, ça varie. C'est-à-dire c'est une variable aléatoire, c'est une variable qui varie dans le temps et dans l'espace. Même si le soleil est suffisant, les cellules photovoltaïques ne permettent pas tout. Les stations solaires installées dans les villages ne sont pas assez puissantes pour permettre l'usage des moteurs électriques. Moteurs qui permettraient de puiser l'eau. Or, c'est cette demande que formulent aujourd'hui les paysans. Des expériences menées ces 20 dernières années dans le Sahara ont déjà montré qu'il était possible de pomper de l'eau grâce à l'énergie solaire. Mais une pompe électrique nécessite une puissance importante. Et la puissance n'était pas l'objectif du programme des 20 villages solaires. Le but était simplement d'apporter la lumière à ces hommes et femmes isolés du Sahara. Et c'est chose faite. Mais aujourd'hui, alors qu'il est question d'élargir ce projet à 17 nouveaux villages, il faudrait pouvoir profiter de l'expérience acquise. Car l'Algérie ne tient pas à en rester là. La loi sur l'électricité de 1999 prévoit en effet le développement des énergies renouvelables et la possibilité pour des opérateurs privés de produire de l'électricité à partir du soleil ou du vent. Et pour que ce type d'énergie propre se développe, il faut d'abord qu'elle réponde aux attentes de la population. Dans le village de Taïfet, les villageois sont regroupés pour célébrer une commémoration. Ils profitent du passage de Fatia pour parler à la fois de leur expérience du solaire, mais également de ses limites. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience d'énergie solaire? Et qu'est-ce que vous en attendez? En ce qui concerne les choses positives, Dieu merci, les 2 villages sont désormais éclairés. Et c'est vrai, c'est d'abord cela qu'on avait demandé et qu'on espérait tous. Mais ce qu'on espère aussi aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas en rester là. Qu'on ne va pas seulement rester avec cette énergie, et qu'on va enfin nous apporter l'électricité de Taman Rasset. Ici, on n'est qu'à 30 km du dernier poteau électrique. Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez un raccord électrique? Notre région est une région agricole, et cette énergie nous aidera à puiser de l'eau dans les puits. Ici, c'est ce qui importe le plus. Ça importe plus que la lumière ou que l'électricité dans les maisons. La demande formulée par les villageois est révélatrice du lien étroit qui existe entre énergie et développement. Aujourd'hui, dans le monde, 2 milliards de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité. Et l'on ne pourra pas éternellement laisser de côté le tiers de la population mondiale. Le moyen le plus utilisé pour produire de l'énergie reste le pétrole. Or, nous savons que le réchauffement climatique est en grande partie dû à la combustion des énergies fossiles. Et dans les 20 ans qui viennent, les pays en voie de développement vont à leur tour largement contribuer à ce réchauffement en produisant de l'énergie à partir du pétrole ou du gaz. C'est là que se situe en partie l'enjeu des grandes conférences internationales, comme celle de Johannesburg qui s'est tenue l'été 2002. Les pays en voie de développement sont prêts à accepter les énergies propres, mais pas sans aide. Les centrales solaires, par exemple, restent encore trop chères par rapport au rendement d'une centrale thermique classique.
On comprend alors mieux pourquoi des pays pauvres, qui sont souvent si riches en soleil, ne se lancent pas dans l'aventure. Et pourtant, chaque jour, notre étoile déverse des milliards de kilowatts. Et si l'on utilisait seulement 1/1000 de cette énergie, cela représenterait 3 fois la consommation énergétique mondiale.